lors du dîner de famille, papa a demandé, « Alors, quand vas-tu enfin grandir, comme ta sœur ?» J'ai souri, et j'ai répondu, « Je l'ai fait le mois dernier, quand j'ai acheté l'entreprise pour laquelle elle travaille. » On aurait pu entendre une mouche voler. Le lustre, au-dessus de la table à manger de mes parents, diffusait la même lueur chaleureuse que depuis 30 ans. Mais ce soir-là, la lumière semblait différente, plus vive, d'une certaine manière. Ma mère s'était surpassée avec un rôti, et l'odeur du romarin remplissait l'air, alors que nous faisions passer les plats, autour de la table en acajou, celle-là même qui avait été témoin d'innombrables repas de famille. Ma sœur, Vanessa, était assise en face de moi, ses ongles parfaitement manucurés accrochant la lumière, tandis qu'elle tendait la main vers la bouteille de vin. Son mari, Trevor, servit avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui était à sa place, de quelqu'un qui l'avait toujours été. Moi, je n'étais pas à ma place. Je ne l'avais jamais été, du moins, selon mon père. Bref, passe-moi les pommes de terre, ma chérie, a dit ma mère, Daphné, en me souriant avec cette expression qu'elle arborait, lorsqu'elle essayait de maintenir la paix. Elle l'avait d'ailleurs beaucoup portée, ces derniers temps. La corbeille de petits pains a fait le tour de la table, et les banalités ont comblé les silences, entre les tintements des couverts contre la porcelaine. Vanessa a parlé de sa dernière promotion chez Westfield Analytics, le cabinet de conseil en technologie, où elle gravissait les échelons avec constance, depuis 8 ans. Il me nomme directrice principale des relations clients, a-t-elle annoncé, en se tamponnant la bouche avec sa serviette. Cela s'accompagne d'un bureau d'angle, et d'une augmentation de 30%. C'est merveilleux, ma chérie, a dit maman, rayonnante. Mon père, Gordon, a hoché la tête avec approbation, tout en coupant son rôti avec une précision chirurgicale. Il faut bien que quelqu'un, dans cette famille, montre l'exemple, a-t-il dit, d'un ton désinvolte mais tranchant. J'ai senti la pique atterrir, exactement là où il le voulait. J'ai pris une gorgée d'eau, et je suis restée silencieuse. Le silence, en soi, était une forme de pouvoir. C'était une chose que j'avais apprise au cours de l'année écoulée, pendant que tout le monde supposait que je dérivais encore dans la vie, sans unidirection. « Comment se passe ton truc avec l'art » a demandé Vanessa, la voix dégoulinante d'une inquiétude, qui masquait à peine sa condescendance. « Tu fais toujours ces peintures ?»« Je bricole un peu » ai-je répondu simplement. « Tu bricoles » a répété mon père, comme si le mot avait un goût amer. « Tu as 32 ans. Ta sœur a une carrière, un mari, une vraie vie. Toi, tu vis dans ce studio, à peindre des tableaux que personne n'achète. » Gérald, a averti doucement ma mère. Mais il n'y avait aucune véritable force, derrière cet avertissement. Elle avait renoncé à me défendre depuis des années, épuisée de jouer les arbitres, dans un jeu où les règles changeaient sans cesse. Ce qu'il y a de bien, quand on est sous-estimé, c'est que les gens arrêtent de vous observer attentivement. Ils arrêtent de poser des questions. Ils supposent qu'ils connaissent votre histoire, avant même que vous n'ayez fini de l'écrire vous-même. Ma famille avait écrit mon histoire, lorsque j'avais abandonné mes études de commerce à 23 ans, pour me consacrer à l'art. Ils l'avaient cimenté, lorsque mes petites expositions en galerie n'avaient rien vendu. Ils l'avaient relié en cuir, lorsque j'avais emménagé dans ce studio exigu, situé dans le quartier des entrepôts du centre-ville. Ce qu'ils ignoraient, en revanche, aurait pu remplir des volumes entiers. « Je m'inquiète pour toi » a dit Vanessa, en tendant le bras par-dessus la table, pour me tapoter la main. Sa bague de fiançailles, améliorée 2 fois depuis le mariage, étincelait de manière agressive. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça éternellement. Que se passera-t-il, quand maman et papa ne seront plus là, pour t'aider à payer le loyer? Je paie mon propre loyer, ai-je dit doucement. Bien sûr, mais avec ces petits chèques que maman t'envoie. Je ne les encaisse pas. J'ai coupé un morceau de viande, j'ai mâché lentement, et j'ai croisé le regard de ma sœur. Je ne l'ai pas fait depuis 2 ans. Une lueur de confusion a traversé son visage, mais mon père a continué, tel un rouleau compresseur. Alors, quand vas-tu enfin grandir, comme ta sœur, a-t-il demandé, en reposant sa fourchette avec un cliquetis définitif. Quand vas-tu arrêter cette rébellion enfantine, et faire quelque chose de significatif de ta vie? La question flottait dans l'air, comme de la fumée. Ma mère a bougé, mal à l'aise. Trevor est soudainement devenu très intéressé, par ses haricots verts. Vanessa a souri de ce sourire compatissant, que les gens réservent aux causes perdues, et aux choses brisées.
Je lui ai rendu son sourire. Je l'ai fait, ai-je dit simplement. Le mois dernier, en fait. Fais quoi? A demandé mon père, avec impatience. Grandir, devenir significative. J'ai fait une pause, en observant leur visage. Le mois dernier, quand j'ai acheté l'entreprise pour laquelle Vanessa travaille. On aurait pu entendre une mouche voler. Le silence s'est étiré, épais et étouffant. Le visage de mon père est passé par plusieurs couleurs, pour finalement se figer sur un rouge marbré. La bouche de Vanessa s'est ouverte, fermée, puis ouverte à nouveau, comme un poisson se noyant à l'air libre. La fourchette de Trevor a cliqueté contre son assiette. La main de ma mère a volé vers sa poitrine. Ce n'est pas drôle, a fini par dire Vanessa, d'une voix faible. Ce n'est pas une blague. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert ma boîte mail, et je l'ai fait glisser sur la table, vers mon père. L'acquisition a été finalisée le 15 octobre. Westfield Analytics est désormais une filiale, détenue en copropriété exclusive par Meridian Holdings. Et je suis la principale actionnaire de Meridian Holdings. Mon père a saisi le téléphone, avec des mains tremblantes, ses yeux balayant le fil de mai. Des documents juridiques, des accords de transfert, des messages de félicitations d'avocats, et de banquiers d'affaires. Son visage a pâli. Ce n'est pas possible, a chuchoté Vanessa. C'est très réel. J'ai pris une autre gorgée d'eau, savourant le liquide frais, contre ma gorge soudainement sèche. L'annonce sera rendue publique lundi prochain. Tu recevras le mémo officiel, mardi matin. L'histoire n'a pas commencé lors de ce dîner, bien sûr. Elle avait débuté des années plus tôt, d'une manière qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de remarquer, parce qu'ils avaient déjà décidé, une fois pour toutes, quel genre de personne j'étais. J'avais grandi dans l'ombre de Vanessa. Elle avait 3 ans de plus, et elle était naturellement douée, pour tout ce qu'elle touchait. Des notes parfaites, sans même essayer. Capitaine de l'équipe de débat. Admise très tôt à Stanford. Moi, j'étais la rêveuse, celle qui gribouillait dans les marges, au lieu de prendre des notes, celle qui préférait peindre dans le garage, plutôt que d'étudier pour ses examens de calcul. Quand je suis entré à l'école de commerce de Carnegie Mellon, mon père a enfin semblé fier de moi, pendant exactement 18 mois. Puis, j'ai rencontré le professeur Catherine Walsh, une ancienne cadre de la technologie, qui donnait un cours sur le capital risque, et les stratégies d'investissement alternatives. Elle a regardé mes peintures, pendant ses heures de permanence. Je les avais apportées, pour lui expliquer pourquoi j'avais du mal à me concentrer, et elle a dit une chose, que personne d'autre n'avait jamais dite. Elles sont bonnes, mais vous essayez de résoudre le mauvais problème. Comment ça, avais-je demandé. Vous ne voulez pas être une artiste. Vous voulez être libre. Il y a une différence. Elle a pointé du doigt l'une de mes toiles abstraites, remplies de couleurs chaotiques, et d'angles vifs. Voilà à quoi ressemble la contrainte. Vous peignez votre frustration, face aux attentes des autres. Elle avait raison. Je ne voulais pas être une artiste. Je voulais simplement être moi-même, quelle que soit cette personne, sans le jugement constant de ma famille. Mais je ne savais pas comment y parvenir, écrasé que j'étais, sous le poids de leur déception. Abandonnez vos études, a dit simplement le professeur Walsh. Mais ne vous contentez pas d'abandonner. Ayez un plan. Elle m'a initié à l'investissement providentiel, Angel Investing. De petites sommes d'argent. L'argent que j'avais économisé, grâce à mes emplois d'été et à mes cadeaux d'anniversaire, placés stratégiquement dans des startups prometteuses. Elle m'a appris à lire des états financiers, à repérer les tendances, avant même qu'elles ne deviennent évidentes, et à réseauter dans des espaces, où personne ne connaissait ma famille, ni leurs attentes. J'ai abandonné l'université. Ma famille était horrifiée. Mon père ne m'a pas adressé la parole, pendant 6 mois. Vanessa m'a offert une carte cadeau, pour un service d'orientation professionnelle, pour mon anniversaire cette année-là. Son inquiétude passive-agressive était à peine voilée. J'ai emménagé dans le studio, j'ai acheté des toiles bon marché et du matériel de peinture, pour maintenir ma couverture, et j'ai passé mes nuits à apprendre tout ce que je pouvais, sur les secteurs technologiques, les inefficacités du marché, et les plateformes émergentes. Le professeur Walsh est devenu mon mentor, me présentant à des investisseurs qui acceptaient de me rencontrer, uniquement pour lui rendre service, mais qui repartaient impressionnés, malgré eux. Ma première vraie victoire a eu lieu,
lorsque j'ai investi 15 000 € dans une application de livraison de nourriture, opérant dans des villes universitaires. Les fondateurs étaient deux jeunes, ayant abandonné l'université de l'État du Michigan, dotés de plus d'ambition que de sens des affaires, mais leur algorithme était brillant. Je les ai aidés à affiner leur présentation, je les ai présentés à un développeur, que j'avais rencontré grâce au réseau de Walsh, et j'ai vu mon investissement multiplié par 40, lorsqu'ils ont été rachetés par un concurrent plus important, 18 mois plus tard. J'ai pris ces bénéfices, et j'ai diversifié mes placements. Une partie est allée dans une start-up de biotechnologie, travaillant sur des tests de diagnostic rapide. Une autre part a financé une femme, qui développait des matériaux d'emballage durable. J'ai soutenu un studio de jeux mobiles, une entreprise de cybersécurité, et une société fabriquant des appareils auditifs abordables. Certains ont échoué, la plupart, non. Ceux qui ont réussi, ont plus que compensé les pertes. À l'âge de 28 ans, mon portefeuille valait un peu plus de 3 millions d'euros. Personne dans ma famille ne le savait. Je vivais toujours dans mon studio, je peignais toujours occasionnellement, quand j'avais besoin de temps pour réfléchir, et je continuais à me présenter au dîner de famille, où l'on discutait de mes échecs, autour d'un rôti de bœuf, et d'une bonne dose de pitié. Les 4 années suivantes ont apporté le genre de sortie financière, qui change absolument tout. Une entreprise de cybersécurité que je soutenais, a été rachetée par une société du classement Fortune 500, pour 8 fois la mise de mon investissement. La start-up de diagnostic biotechnologique est entrée en bourse, et j'ai vendu la moitié de mes actions, à leur valorisation maximale. Une entreprise d'emballage durable, que j'avais aidé à se développer, a décroché un contrat massif avec un géant de la vente au détail, et j'ai revendu ma participation à une grande société de capital investissement. À 31 ans, j'avais un peu plus de 22 millions d'euros en capital liquide, et des positions d'investissement, d'une valeur de 15 millions d'euros supplémentaires, réparties dans diverses participations. À 29 ans, j'ai fondé Meridian Holdings, en tant que société d'investissement privé. Juste moi, une SARL, et une vision qui ne cessait de s'étendre. J'ai embauché Courtney Jung, une récente diplômée d'un MBA de Wharton, qui me rappelait moi-même. Affamée, sous-estimée, brillante, d'une manière qui mettait les gens mal à l'aise. Ensemble, nous avons commencé à acquérir de petites entreprises, dotées de bases solides, mais d'une gestion faible. Nous les avons restructurées, pour ensuite les revendre à profit, ou bien les absorber, au sein de notre portefeuille grandissant. Nous étions doués pour cela, et même plus que doués. Mon studio servait de camouflage. Le récit de l'artiste raté, c'était mon armure. Qu'ils pensent que j'étais perdu. Qu'ils supposent que j'avais besoin d'être sauvé. Pendant ce temps, moi, je bâtissais un empire, dans l'ombre de leur mépris. Westfield Analytics est apparu sur mon radar, il y a 8 mois. L'entreprise était rentable mais stagnante, dirigée par des fondateurs vieillissants, qui voulaient prendre leur retraite, mais qui n'avaient aucun plan de succession. Ils avaient bâti quelque chose de solide, un cabinet de conseil, qui aidait les entreprises de taille moyenne, à optimiser leur infrastructure technologique. Cependant, il manquait de vision, pour passer à l'échelle supérieure. L'entreprise valait environ 62 millions d'euros, sur la base des multiples de revenus, et de la valeur des contrats clients. Toutefois, les fondateurs étaient suffisamment motivés par leur rêve de retraite, pour que je pense pouvoir structurer un accord, dans la fourchette de 55 à 60 millions d'euros. J'ai passé 3 mois, à mener une vérification préalable, en utilisant des intermédiaires, et des sociétés écrans, afin de garder mon nom, en dehors des discussions préliminaires. J'ai tout appris sur Westfield, de leurs contrats clients à la structure de leurs employés, en passant par leurs faiblesses financières, et leur potentiel de croissance. J'ai aussi appris que Vanessa était leur étoile montante, adorée par les clients tout comme par la direction, et qu'elle était préparée pour un éventuel rôle de leader. L'ironie de la situation était presque poétique. J'ai soigneusement structuré l'accord. Meridian allait acquérir Westfield par l'achat d'actions majoritaires, tandis que les fondateurs conserveraient de petites participations et des postes de conseillers. La transition se ferait en douceur. La structure de direction existante serait largement préservée. Les employés garderaient leurs emplois, leurs avantages sociaux et leur routine quotidienne. Pour eux, cela ressemblerait à un simple changement de propriétaire, avec un minimum de perturbations, à l'exception du fait que je possédais désormais l'entreprise où travaillait ma propre sœur.
Le financement provenait d'une combinaison de mon propre capital, de partenaires de capital investissement, que Courtney avait cultivé, et d'une ligne de crédit stratégique, accordée par des investisseurs. Ces derniers avaient déjà gagné de l'argent avec moi, dans le passé, et ils faisaient confiance à mon palmarès. J'ai mis 20 millions d'euros de ma poche, j'ai apporté 28 millions, provenant de 3 partenaires de capital investissement, qui voyaient le même potentiel que moi, et j'ai obtenu une facilité de crédit de 10 millions, pour le fonds de roulement, et les coûts d'intégration. Le montage total s'est élevé à 58 millions d'euros. Un prix juste, qui offrait aux fondateurs leur retraite, tout en laissant à Meridian la marge nécessaire pour créer une valeur substantielle, grâce à des améliorations opérationnelles. Vanessa n'en avait aucune idée. Personne chez Westfield ne le savait encore. L'annonce publique avait été programmée stratégiquement, après la période de transition légale, après toutes les approbations réglementaires, et une fois que chaque signature aurait séché sur chaque page. Le communiqué de presse de lundi présenterait Meridian Holdings comme le nouveau propriétaire. La réunion d'entreprise de mardi me présenterait, quant à elle, comme leur nouvelle PDG. Ma sœur verrait mon visage, à l'avant de la salle de conférence, et elle comprendrait enfin qu'elle travaillait pour moi depuis 2 semaines, sans même le savoir. Tu mens, a dit Vanessa, la voix brisée. C'est une espèce de blague de mauvais goût. Appelle la ligne principale de Westfield demain, ai-je dit calmement. Demande les registres de propriété. Ils sont publics, depuis que l'acquisition a été conclue. Ou bien, attends jusqu'à lundi, et lis le communiqué de presse, comme tout le monde. Comment, a exigé mon père, le visage toujours pâle. Comment as-tu pu te permettre d'acheter une entreprise? En étant plus intelligente, que vous ne le pensiez. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu, mais je ne les ai pas adoucis pour autant. En prenant des risques, pendant que vous supposiez que j'échouais. En construisant quelque chose de réel, pendant que vous me mesuriez, à l'aune du CV de Vanessa. C'est de la folie, a dit Vanessa. Elle s'est tournée vers Trevor, qui avait l'air de vouloir être n'importe où, sauf ici. Dis-lui que c'est de la folie. Trevor, avec sagesse, n'a rien dit. À ma grande surprise, ma mère a pris la parole. Depuis combien de temps? Sa voix n'était qu'un murmure. Depuis combien de temps fais-tu cela? 9 ans, ai-je répondu. Depuis que j'ai abandonné mes études. Depuis que vous avez tous décidé que j'avais gâché ma vie. Tu nous as laissé croire, a commencé mon père. Je vous ai laissé croire ce que vous aviez envie de croire, les jeux interrompus. Je n'ai jamais menti. Vous n'avez jamais posé les bonnes questions. Vous avez vu le studio, le matériel de peinture, et vous avez supposé que vous connaissiez toute l'histoire. C'était votre choix. Vanessa s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. J'ai besoin d'air. Elle s'est dirigée vers les portes-fenêtres, et Trevor l'a suivie, après une pause gênante. Mon père fixait le téléphone, toujours entre ses mains, faisant défiler des emails, qu'il ne comprenait probablement pas tout à fait. Maman est restée assise, figée, son dîner intact sur l'assiette devant elle. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-elle finalement demandé. M'auriez-vous cru, ai-je rétorqué. Si je vous avais dit, il y a 3 ans, que je construisais un portefeuille d'investissement, m'auriez-vous soutenu? Ou bien auriez-vous essayé de me convaincre, de trouver un vrai travail, comme Vanessa? Elle n'a pas répondu, car nous connaissions toutes les deux la vérité. Je m'étais attendu à me sentir triomphante, à cet instant précis. Je l'avais imaginé tant de fois, le choc sur leur visage, la validation après des années de rejet, la douce vengeance de prouver à tous qu'ils avaient tort. Mais, assise là, dans cette salle à manger, où j'avais pris des milliers de repas, observés par les mêmes photos de famille accrochées au mur, je me sentais surtout fatigué. L'acquisition en elle-même avait été une danse méticuleuse. 3 mois de négociations, menés par le biais de multiples intermédiaires. Chaque conversation avait été soigneusement orchestrée, pour empêcher quiconque de faire le lien, et de remonter jusqu'à moi. Les fondateurs de Westfield, 2 hommes d'une 60aine d'années nommés Harold et Bernard, avaient bâti l'entreprise à partir de rien, 40 ans plus tôt. Ils étaient prêts à prendre leur retraite, prêts à voyager, et à passer du temps avec leurs petits-enfants. Cependant, ils étaient aussi farouchement protecteurs de leur héritage. J'avais dû les convaincre que Meridian n'était pas un de ces prédateurs d'entreprise,
cherchant à dépouiller les actifs et à revendre la société pour un profit rapide. Courtney et moi avions préparé des présentations montrant notre historique avec nos acquisitions précédentes, des entreprises que nous avions achetées, améliorées, puis soit conservées, soit revendues à des acheteurs prudents, qui avaient préservé ce qui faisait leur valeur. Nous avions apporté des références de PDG, qui nous avaient vendu leur affaire par le passé, et qui pouvaient se porter garant de notre approche. La période de vérification préalable avait été épuisante. J'avais passé en revue cette année de dossiers financiers, j'avais interrogé le personnel clé, sans révéler mon identité, et j'avais analysé les taux de fidélisation des clients, ainsi que les enquêtes de satisfaction des employés. J'avais passé une semaine à observer différents départements, présentés comme une simple consultante, pour évaluer l'efficacité opérationnelle. Vanessa avait participé à 2 de ces réunions, où elle présentait les résultats trimestriels, à ce qu'elle croyait être le représentant d'un investisseur potentiel. Elle avait été impressionnante, dominant la salle avec assurance, et faisant preuve d'une connaissance détaillée des comptes clients. En la regardant travailler, j'avais ressenti un mélange complexe, fait de fierté et de ressentiment. Elle était douée pour ça, vraiment douée. Dans un autre univers, nous aurions peut-être pu être des partenaires, au lieu de cette chose indéfinissable que nous étions aujourd'hui. Mais cet univers-là aurait exigé que nos parents nous aient élevés différemment, qu'ils aient su voir de la valeur dans chacune de nos voies, au lieu d'ériger l'une d'entre nous en standard de perfection, tout en rejetant l'autre comme un simple échec. La structure de financement, quant à elle, avait pris des semaines à finaliser. J'avais mis 20 millions d'euros de mon propre capital, j'avais apporté 28 millions, provenant de partenaires de capital investissement, qui avaient déjà investi avec moi, et j'avais obtenu une ligne de crédit de 10 millions, auprès d'un consortium de banques, qui avait examiné l'historique des performances de Meridian. Le total s'élevait à 58 millions d'euros, pour une entreprise évaluée à 62 millions, une remise stratégique. Les fondateurs avaient accepté notre offre, parce que nous leur offrions la certitude, la rapidité, et un plan qui honorait leur héritage. Les chiffres tenaient la route. Westfield était encore quelque peu sous-évalué, selon les critères traditionnels, et je voyais au moins 3 voies claires, pour augmenter les revenus dans les 18 prochains mois. Mais au-delà des feuilles de calcul, et des projections financières, il y avait cet élément personnel, que je n'arrivais pas tout à fait à séparer de ma décision commerciale. Chaque fois que je passais en revue les organigrammes de Westfield, et que j'y voyais le nom de Vanessa, chaque fois que je calculais comment ma propriété allait bouleverser la dynamique familiale, je remettais en question mes propres motivations. S'agissait-il d'un investissement stratégique, ou d'une vengeance élaborée? Cela pouvait-il être les deux? Était-ce seulement important? Le professeur Walsh me l'avait demandé directement, lors d'une de nos rencontres autour d'un café, faites-vous cela parce que c'est une bonne affaire, ou parce que votre sœur y travaille? J'étais resté longtemps avec cette question, avant de répondre. C'est une bonne affaire, qui est devenue encore plus attrayante, quand j'ai réalisé l'avantage supplémentaire que j'en tirerais. Est-ce mal? Mal, non. Compliqué? Absolument. Elle avait remué son café, d'un air pensif. Assurez-vous simplement d'être préparé, pour les retombées. Les décisions commerciales offrent des portes de sortie propres. Les drames familiaux, non. Elle avait eu raison sur ce point. Assise à cette table, en ce moment même, regardant ma famille digérer des informations, qui anéantissaient la compréhension qu'ils avaient de moi, je voyais les complications se multiplier en temps réel. Il ne s'agissait pas seulement de prouver mon succès. Il s'agissait de modifier fondamentalement la structure du pouvoir, au sein de relations, qui étaient gravées dans le marbre depuis 3 décennies. Mon père avait toujours contrôlé le récit, au sein de notre famille. Son approbation était essentielle. Sa déception était cinglante. Son jugement façonnait la façon dont nous nous percevions, nous-mêmes et les autres. En réussissant d'une manière qu'il n'avait ni anticipée, ni comprise, je m'étais soustraite à son autorité. Il ne pouvait pas minimiser ce que j'avais construit, parce que cela existait, indépendamment de sa propre reconnaissance. Ce basculement, passant de la fille en quête d'approbation, à une paire opérant dans des espaces, qu'il ne pouvait pas totalement saisir, était sismique. Je le voyais se débattre avec cette idée, son visage traversant un cycle d'émotions, alors qu'il essayait de réconcilier la fille qu'il pensait connaître, avec cette étrangère assise en face de lui, qui venait de mentionner avec désinvolture l'achat d'une entreprise de 47 millions. Je n'essaie d'humilier personne,
ai-je dit doucement. J'essaie de vivre ma vie. J'ai construit quelque chose, dont je suis fier. J'aurais seulement aimé, que vous me fassiez suffisamment confiance, pour croire que j'en étais capable. Mon père a posé le téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Tu as acheté l'entreprise de ta sœur. J'ai acheté une entreprise rentable, qui correspondait à ma thèse d'investissement, les jeux corrigés. Le fait que Vanessa y travaille, est une coïncidence. Vraiment, a-t-il demandé d'un ton sec. Ou s'agit-il d'une sorte de vengeance? L'accusation m'a piqué, parce qu'une partie de moi, se posait exactement la même question. Avais-je été attiré par Westfield, parce que Vanessa y travaillait? Est-ce qu'une part de moi, mesquine et blessée, désirait ardemment ce moment précis, ce choc exact sur leur visage? Peut-être. Probablement, même. Mais le dossier commercial était solide, quelles que soient mes motivations personnelles. Westfield était un bon investissement. Cette acquisition avait un véritable sens stratégique. Les sentiments que j'éprouvais, quant à la façon dont ma famille m'avait traité, ne changeaient rien aux fondamentaux. Crois ce que tu veux, ai-je dit. L'accord est conclu, de toute façon. Vanessa est revenue de la terrasse, les yeux rouges, mais la mâchoire serrée par la détermination. Qu'est-ce qu'il advient de mon emploi, a-t-elle demandé sans détour. Rien, ai-je répondu. Tu es doué dans ce que tu fais. Ta promotion est maintenue. Le bureau d'angle est à toi. Je n'ai pas acheté Westfield pour te renvoyer, Vanessa. Je l'ai acheté, parce qu'elle vaut la peine d'être possédée. Mais, je vais travailler pour toi. Techniquement, tu travailleras pour la structure de direction actuelle de Westfield. Celle-ci rend des comptes au conseil d'administration de Meridian, que je préside. Sur le plan organisationnel, il y a plusieurs niveaux qui nous séparent. J'ai fait une pause. Mais oui, en fin de compte, je suis maintenant ta patronne. Elle a eu un rire, un son sec, et sans aucune joie. C'est tellement tordu. Vraiment, ai-je demandé. Des gens travaillent dans des entreprises familiales, tous les jours. Tu es talentueuse. Et moi, j'ai besoin de personnes talentueuses. Pourquoi est-ce si différent? Parce que tu fais ça pour me punir. Je fais ça pour bâtir un patrimoine, ai-je dit fermement. Ta présence chez Westfield est accessoire. Si tu ne peux pas supporter, de travailler pour une entreprise que je possède, tu es tout à fait libre de démissionner. Je te fournirai une excellente lettre de recommandation. L'offre était sincère, mais elle est tombée comme une gifle. Vanessa avait travaillé 8 ans, pour atteindre son poste. Partir signifierait tout recommencer, devoir expliquer à de futurs employeurs, pourquoi elle était partie juste après une promotion, et perdre tout l'élan, qu'elle s'était donné tant de mal à créer. Je l'avais mise dans une position impossible, et nous le savions toutes les deux. Tu as changé, a-t-elle fini par dire. Non, ai-je répondu. C'est juste que tu ne m'as jamais vraiment connu. Le dîner s'est terminé dans un profond malaise. Trevor a inventé des excuses, à propos d'une réunion tôt le lendemain matin. Vanessa est partie sans même dire au revoir. Mon père s'est retiré dans son bureau, et ma mère a commencé à débarrasser la table, avec une précision mécanique, comme elle le faisait toujours, lorsque ses émotions menaçaient de submerger son maintien si soigné. Je l'ai aidé à porter les assiettes jusqu'à la cuisine. Nous nous sommes tenus ensemble devant l'évier, elle lavait et j'essuyais, retombant dans un rythme que nous avions établi, lorsque j'étais encore assez petite, pour avoir besoin d'un marchepied afin d'atteindre le comptoir. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle dit doucement. J'aurais gardé ton secret. Vraiment, ai-je demandé, sans méchanceté. Ou bien aurais-tu essayé, de gérer ma relation avec papa? Aurais-tu tenté de faire la paix, d'arrondir les angles, ou de trouver un compromis, qui aurait mis tout le monde à l'aise? Elle n'a pas répondu, ce qui constituait une réponse suffisante en soi. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, en essuyant un verre à vin avec précaution. Je comprends pourquoi, tu ne m'as pas défendu davantage. Tu essayais de maintenir la famille unie. Mais j'avais besoin de faire ça toute seule, maman. J'avais besoin de me prouver à moi-même, que j'en étais capable. Tu l'as prouvé, a-t-elle dit, la voix nouée. Tu l'as prouvé il y a des années, probablement. C'est juste que, tu ne nous l'as pas dit. Nous avons terminé la vaisselle, dans un silence complet. Avant que je ne parte,
elle m'a serré fort dans ses bras, et j'ai senti ses épaules trembler. Était-ce des larmes, ou peut-être un rire, je ne saurais le dire. Avec ma mère, les émotions se mélangeaient souvent, pour former quelque chose de bien plus complexe, que ce que de simples étiquettes pouvaient décrire. Le trajet du retour vers mon studio, dont j'étais enfin prête à déménager, a duré 20 minutes, à travers la circulation fluide de ce vendredi soir. Mon téléphone n'a cessé de vibrer, au rythme des SMS. Courtney m'avait envoyé une douzaine de messages, pour me demander comment s'était passé le dîner, chacun d'eux étant plus curieux que le précédent. Le professeur Walsh m'a envoyé un simple fier de vous, accompagné d'un emoji champagne. Quelques contacts professionnels, qui avaient entendu des rumeurs sur l'acquisition de Westfield, m'ont envoyé leurs félicitations. Rien, en revanche, de la part de Vanessa ou de mon père. Je me suis garé à ma place habituelle, derrière l'entrepôt. J'ai monté les 3 volets d'escalier, que je gravissais depuis 9 ans, et j'ai déverrouillé la porte de cet espace, que tout le monde considérait, comme la preuve de mon échec. Les toiles au mur, certaines terminées mais la plupart non, reflétaient la lumière de la rue en contrebas. Elle n'était vraiment pas très bonne. Le professeur Walsh avait eu raison sur ce point, elle aussi. Je n'étais pas une artiste. J'étais une bâtisseuse, une investisseuse, quelqu'un qui voyait du potentiel, dans des endroits inattendus, et qui avait la patience, de le cultiver pour en faire quelque chose de précieux. J'avais juste eu besoin de liberté, pour découvrir cela par moi-même, sans que les attentes de ma famille ne viennent écraser cette exploration. Le studio de l'entrepôt avait servi à bien d'autres fins qu'à un simple camouflage. Il était suffisamment bon marché pour que mon capital d'investissement puisse croître, sans être entravé par un loyer élevé. Il se trouvait dans un quartier que ma famille ne visitait jamais, ce qui garantissait qu'ils ne découvriraient pas la vérité par hasard, lors d'une visite imprévue. Et pour être honnête, au tout début, j'avais sincèrement essayé d'être une artiste. Les 6 premiers mois, après avoir abandonné mes études, j'avais peint constamment. C'étaient de terribles œuvres abstraites, qui reflétaient davantage ma confusion et ma colère, que la moindre vision artistique. J'avais soumis mon travail à des expositions dans des galeries locales, pour être rejeté par chacune d'entre elles. J'avais alors ressenti cette morsure de l'échec, qui venait confirmer tout ce que ma famille croyait, à propos de mes choix. Mais le travail d'investissement, lui, était différent. Apprendre à analyser les présentations des startups, me donnait l'impression de résoudre des puzzles, où les pièces s'emboîtaient parfaitement. Rencontrer des fondateurs, et écouter leurs visions, ressemblait à des conversations, tenues dans une langue que je parlais depuis ma naissance, mais que je n'avais jamais eu la permission d'utiliser. La première fois que j'ai assisté à une négociation de table de capitalisation, en regardant des investisseurs expérimentés, calculer des valorisations et des répartitions d'actions, je me suis sentie plus vivante que je ne l'avais jamais été. Dans n'importe quelle salle de classe de mon école de commerce. Le professeur Walsh m'avait introduite dans son réseau progressivement. Elle me présentait toujours comme une jeune investisseuse prometteuse qu'elle encadrait. Certains de ses contacts étaient sceptiques, une étudiante de 23 ans, qui avait abandonné ses études, et qui n'avait aucun historique. Mais la réputation de Walsh m'ouvrait les portes. Et je les franchissais en étant préparé, ayant effectué des recherches qui impressionnaient, même les investisseurs en capital risque les plus cyniques, ceux-là même qui acceptaient ces réunions, comme de simples faveurs. Ma thèse d'investissement a fini par évoluer au fil du temps. Au début, j'avais été attiré par des startups technologiques tape à accent grave-l'œil, avec des fondateurs charismatiques et des promesses audacieuses. J'ai perdu de l'argent sur plusieurs d'entre elles, apprenant ainsi de coûteuses leçons sur la différence entre une vision et un modèle commercial viable. Mais j'ai appris de mes erreurs. J'ai commencé à me concentrer sur des entreprises dont les récits étaient moins excitants, mais dont les fondamentaux étaient plus solides. Des entreprises rentables cherchant à se développer, des leaders sur des marchés de niche, ayant besoin de capitaux pour leur expansion. Et surtout, des entreprises familiales, prêtes pour des transitions de succession. Cette dernière catégorie, les entreprises familiales, est devenue ma spécialité. J'en comprenais intimement les dynamiques. Les enfants, essayant de prouver qu'ils étaient dignes de confiance. Les parents, incapables de voir au-delà des rôles qu'ils avaient assignés à leurs enfants, des décennies plus tôt. Les frères et sœurs, en compétition pour obtenir l'approbation et l'autorité. Je pouvais entrer dans ces situations, et identifier immédiatement les lignes de faille,
les opportunités, et les voies à suivre, que ces familles, trop engluées dans leur propre drame, étaient incapables de voir. Cela me donnait un avantage considérable. Alors que les autres investisseurs se concentraient purement sur les chiffres, moi, je pouvais lire les éléments humains, ceux qui faisaient le succès, ou l'échec, des plans de succession. Je savais quels membres de la famille étaient réellement compétents, par rapport à ceux qui n'avaient pour eux que leur ancienneté. Je savais quand il fallait soutenir la fille sous-estimée, plutôt que le fils favori. Je savais quand il fallait structurer des accords, pour préserver l'harmonie familiale, et quand il fallait, au contraire, trancher dans le vif des dysfonctionnements, avec des accords transactionnels nets. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, utiliser ma propre dynamique familiale dysfonctionnelle, comme un avantage concurrentiel, dans le monde des affaires. Mais ça marchait. Les entreprises que j'acquérais auprès de propriétaires familiaux, avaient tendance à prospérer, sous de nouvelles structures de direction, qui privilégiaient la compétence au détriment de la tradition. Le bouche à oreille s'est répandu, dans des cercles discrets. Lorsque des familles voulaient vendre sans faire de vagues, sans avoir à choisir entre leurs enfants, ou à décevoir leurs parents, elles s'adressaient à Meridian. Westfield correspondait parfaitement à ce modèle. Harold et Bernard n'avaient aucun enfant travaillant dans l'entreprise, mais ils traitaient leurs employés de longue date, comme leur propre famille. Ils s'inquiétaient de préserver leur culture d'entreprise, et de protéger ces personnes, qui avaient consacré des décennies à la société. Mon argumentaire a mis l'accent sur la continuité, et sur le respect de ce qu'ils avaient bâti. Ils ont été sensibles à cela, sensibles à quelqu'un qui comprenait que les entreprises étaient bien plus que de simples bilans comptables. Mais par ailleurs, j'avais aussi vendu une efficacité impitoyable aux partenaires de capital investissement qui cofinançaient l'opération. Eux, ils voulaient entendre parler d'opportunités de réduction des coûts, d'optimisation des revenus et de multiples de reventes potentielles d'ici 5 ans. Je leur ai fourni cette analyse-là, également, en parlant leur propre langue, celle des marges d'EBITDA et du positionnement sur le marché. Des publics différents, des discours différents, mais la même entreprise sous-jacente. C'était là toute la compétence que j'avais développée au cours de ces 9 années. Cette capacité à naviguer entre les mondes, à dire à chaque partie ce qu'elle avait besoin d'entendre, tout en maintenant l'intégrité fondamentale de ma propre vision. C'était parfois épuisant de garder toutes ces perspectives alignées, mais c'était aussi profondément exaltant. Le lundi matin, j'ai troqué mes jeans tachés de peinture contre un tailleur sur mesure que j'avais acheté spécifiquement pour l'annonce concernant Westfield. Courtney m'a rejointe au bureau de vrais locaux que nous avions loués 6 mois plus tôt, et non plus les cafés ou les espaces de travail partagés où Meridian avait vu le jour. Ensemble, nous avons passé en revue la présentation, une dernière fois, avant que le communiqué de presse ne soit mis en ligne. Les sites d'actualité technologique l'ont repris immédiatement. Meridian Holdings acquiert Westfield Analytics, dans le cadre d'une expansion stratégique. Les articles mentionnaient mon âge, mon parcours, ainsi que mes précédentes sorties financières réussies. Quelques journalistes ont demandé des interviews. Mon profil LinkedIn, resté largement inactif depuis des années, a littéralement explosé, sous les demandes de connexion. Le mardi matin, je suis arrivé au siège de Westfield, 40 minutes avant la réunion générale de l'entreprise. Le bâtiment était fait de verre et d'acier moderne, situé dans le quartier des affaires. Il n'avait rien à voir avec le studio de mon entrepôt. La sécurité me connaissait, grâce à mes visites lors de la vérification préalable, mais dans un contexte bien différent. Aujourd'hui, j'y entrais en tant que propriétaire. La salle de conférence commençait déjà à se remplir lorsque je suis entré. Les employés se rassemblaient en petits groupes, murmurant des spéculations sur la nouvelle direction. J'ai aperçu Vanessa, près du fond de la salle, le visage soigneusement neutre. Elle était venue travailler. C'était déjà ça, au moins. L'actuel PDG, Martin Cross, m'a présenté avec l'enthousiasme approprié. Il allait rester dans un rôle de conseiller, afin de m'encadrer pendant la transition, et de me transmettre ses connaissances institutionnelles, pendant que je m'imprégnais de la culture de l'entreprise. C'était un bon arrangement pour tout le monde. J'ai pris le micro, et j'ai regardé cette mer de visages. C'étaient des personnes talentueuses, qui avaient bâti quelque chose de précieux. Elles méritaient ma plus grande honnêteté. Je suis sûr que vous vous demandez, quels changements sont à venir, ai-je commencé? La réponse courte, c'est, pas beaucoup.
Je n'ai pas acheté Westfield pour la vider de sa substance, ni pour vous remplacer. Je l'ai acheté parce que vous excellez dans ce que vous faites, et parce que je vois un potentiel de croissance que nous pouvons atteindre tous ensemble. J'ai exposé ma vision, une expansion vers de nouveaux marchés, des investissements dans le développement des employés, et une modernisation des systèmes, tout en préservant l'approche centrée sur les relations humaines, qui avait fait le succès de Westfield. J'ai répondu aux questions. Les gens m'ont interrogé sur les avantages sociaux, sur la sécurité de l'emploi, et sur mon parcours professionnel. J'ai répondu directement, sans utiliser de langue de bois corporative. Vanessa n'a posé aucune question. Elle est restée parfaitement immobile, prenant des notes, avec cette même intensité concentrée, qu'elle appliquait à tout, depuis notre enfance. Après la réunion, les employés sont sortis, certains s'arrêtant pour se présenter. Martin m'a prise à part, pour discuter du calendrier de transition. Courtney a répondu aux questions des chefs de département, qui voulaient comprendre la nouvelle structure organisationnelle. Vanessa s'est approchée en dernier, une fois que tout le monde était parti. C'était une bonne présentation, a-t-elle dit prudemment. Merci. Étais-tu sincère, quand tu as dit que tu ne changerais pas les choses? Je pensais chaque mot. J'ai croisé son regard. Vanessa, je sais que cette situation est étrange. Mais sincèrement, je ne veux pas te rendre la vie plus difficile. Tu es doué dans ton travail. Continue à bien le faire, et tout se passera bien pour nous. Elle a hoché la tête lentement. J'ai dit à maman que je démissionnais. Est-ce que tu vas le faire? Je ne sais pas encore. Elle a regardé autour d'elle, dans la salle de conférence vide, observant les œuvres d'art d'entreprise sur les murs, et la table polie, là où s'élaboraient les stratégies. C'était censé être à moi, un jour. Cross me préparait, pour prendre la relève à terme. Ça peut toujours arriver, ai-je dit. Je ne cherche pas à être la PDG de Westfield pour toujours. Je construis un portefeuille, je ne fais pas carrière dans le conseil en technologie. Fais ton travail. Fais tes preuves sous cette nouvelle direction, et dans 5 ans, nous reverrons peut-être le plan de succession, avec toi comme propriétaire. Propriétaire, a-t-elle répété, abasourdie. Oui, je l'admets. Avec toi comme propriétaire de l'ensemble? Je n'ai pas adouci la réalité de cette implication. Je ne m'en excuserai pas, Vanessa. C'est moi qui ai fondé Meridian. C'est moi qui ai gagné le capital nécessaire, pour faire cette acquisition. C'est mon succès à moi, distinct de toi, et distinct de notre famille. Peux-tu l'accepter? Elle est restée silencieuse, pendant un long moment. Finalement, elle a dit, je ne sais pas, mais je ne démissionnerai pas aujourd'hui. Ce n'était pas une véritable résolution, mais c'était un début. Au cours des semaines suivantes, la poussière a commencé à retomber. Mon père m'a envoyé un email très formel, pour me féliciter de cette acquisition, sa fierté étant profondément enfouie, sous des couches d'ego blessées. Ma mère m'appelait régulièrement, me posant des questions sur l'entreprise, mais cherchant en réalité à s'assurer que j'allais bien. Elle voulait vérifier, si ce succès ne m'avait pas coûté quelque chose d'essentiel, qu'elle n'arrivait pas tout à fait à nommer. Le professeur Walsh et moi, avons pris un café, à notre endroit habituel près du campus. Elle avait suivi la couverture médiatique, avec un plaisir évident. Vous l'avez fait, a-t-elle dit, souriant au-dessus de son expresso. Vous avez vraiment réussi votre coup. Nous l'avons fait, les jeux corrigés. Je ne serais pas ici sans vous. Je vous ai juste montré la porte. C'est vous, qui l'avez franchie. Elle m'a étudié, par-dessus ses lunettes. Et maintenant, on fait quoi? Que fait-on, après avoir prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort? C'était exactement la question, que je m'étais posée. La vengeance, même lorsqu'elle est couronnée de succès, n'était faite que de calories vides. La satisfaction d'avoir choqué ma famille, s'était estompée en quelques jours. Elle avait laissé place, au dur labeur que représentait la gestion réelle, des entreprises que j'avais acquises, ainsi qu'à la gestion des relations, que j'avais moi-même compliquées. J'ai construit quelque chose qui compte, ai-je fini par dire. Meridian, ce n'est plus seulement prouvé, que je ne suis pas une ratée. Il s'agit de trouver un potentiel sous-évalué, dans des entreprises et chez des individus, pour les aider à devenir ce qu'ils pourraient être. Cela vaut la peine d'être fait, que mon père le respecte ou non. Regardez-vous,
si mature et pleine d'objectifs, m'a taquiné Walsh, mais ses yeux étaient chaleureux. Je suis fier de vous. Pour la petite histoire, ces mots-là signifiaient bien plus à mes yeux que n'importe quel gros titre ou que n'importe quel bilan financier. Vanessa et moi avons établi une distance professionnelle très prudente. Elle est restée chez Westfield, s'épanouissant pleinement dans son nouveau rôle, malgré la gêne occasionnée par mon statut de propriétaire. Nous nous voyons lors des réunions du conseil d'administration et des examens trimestriels. Nous y discutions des indicateurs de performance et des stratégies de croissance, sans jamais mentionner notre enfance commune, ni ce dîner où tout avait basculé. Parfois, je la surprenais en train de m'observer pendant mes présentations, son expression totalement indéchiffrable. Je me demandais si elle m'en voulait, si elle me respectait, ou si c'était un mélange complexe des deux. Nous n'aurions peut-être jamais cette relation de sœur, dont profitaient certaines familles, mais nous avions trouvé un équilibre fonctionnel. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. 6 mois après l'acquisition, j'ai enfin déménagé de mon studio. J'ai acheté un modeste appartement en copropriété, doté d'une belle lumière, et de suffisamment d'espace, pour accrocher ces peintures, dont j'avais cessé de faire semblant de me soucier. Le studio de l'entrepôt est resté vide pendant quelques semaines, avant que je n'en fasse don à une organisation à but non lucratif. Celle-ci offrait des espaces de travail abordables à de véritables artistes. Ils m'ont envoyé des photos d'un jeune sculpteur emménageant dans les lieux, son visage illuminé par le champ des possibles. J'ai reconnu en lui cette soif de prouver que l'on pouvait être bien plus que ce que les autres supposaient. Les affaires ont continué de croître. Meridian a acquis 2 autres entreprises, et toutes 2 furent des intégrations réussies. Courtney a été promue au poste de directrice de l'exploitation, gérant ainsi les opérations quotidiennes, tandis que je me concentrais sur la stratégie et sur de nouvelles opportunités. Nous avons embauché une petite équipe, composée de personnes perspicaces et sous-estimées, qui nous rappelaient qui nous étions, à leur âge. La culture de bureau semblait juste, ambitieuse mais pas impitoyable, sérieuse mais sans aucune arrogance. Ma famille s'est lentement adaptée à cette nouvelle réalité. Mon père ne s'est jamais tout à fait excusé pour ces années de mépris. Cependant, il a commencé à me poser de vraies questions sur mon travail, écoutant mes réponses, au lieu de simplement attendre son tour, pour me faire la morale. Ma mère m'envoyait des articles traitant de mes acquisitions, accompagnés de petits mots empreints de fierté. Vanessa et moi sommes parvenus à une trêve prudente, fondée sur le respect mutuel, à défaut d'être chaleureuse. Je pensais souvent à ce dîner. Je repensais à ce moment précis, où j'avais révélé la vérité, et où j'avais regardé ma couverture, si soigneusement entretenue, exploser en plein vol. Une partie de moi aurait souhaité avoir géré la situation différemment. Peut-être aurais-je dû le leur dire plus tôt. Peut-être aurais-je dû adoucir la révélation, ou trouver un moyen, qui ne ressemble pas tant à une justification. Mais pour l'essentiel, j'étais heureuse de l'avoir fait, exactement comme je l'avais fait. Pendant 9 ans, j'avais porté le poids de leur déception, tout en construisant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Ce fardeau, j'avais été la seule à le porter, et pour m'en libérer, il me fallait un choc. Il me fallait du drame. Il fallait la révélation théâtrale d'un succès, qu'ils jugeaient pourtant impossible. Certaines histoires ont besoin de spectacle. Et certaines revanches ont besoin d'être vues. J'avais 32 ans, j'étais PDG d'une société d'investissement en pleine croissance, propriétaire de plusieurs entreprises prospères, et enfin véritablement libéré de l'ombre des attentes des autres. Le chemin pour y parvenir avait été solitaire. Il s'était bâti sur des secrets, sur de la patience, et sur ce refus obstiné d'être défini par la vision étroite du succès qu'avait ma famille. Debout dans mon nouvel appartement, regardant les lumières de la ville, je pensais à tous ces dîners qui restaient à venir. Serait-il plus facile, désormais? Mon père arrêterait-il un jour de me comparer à Vanessa? Ma sœur et moi réussirions-nous jamais à dépasser l'étrange dynamique de pouvoir que j'avais créée en devenant sa patronne? Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais j'avais, une bonne fois pour toutes, arrêté d'attendre leur validation. Le studio, le récit de l'artiste raté, les années passées à être sous-estimées. Tout cela avait été des outils, et non des vérités. Je les avais utilisés pour construire quelque chose de bien réel, pendant que tout le monde regardait ailleurs. Et maintenant,
Je me tenais sur des fondations que personne ne pouvait ni rejeter, ni minimiser. En grandissant, je n'avais jamais imaginé cette version de ma vie. Je m'imaginais quelque chose de conventionnel, quelque chose qui rendrait mon père fier de moi, à travers des critères de réussite familiers. Au lieu de cela, j'étais devenu quelqu'un qu'il ne comprenait pas totalement. Je dirigeais des entreprises, dont il n'avait jamais entendu parler, jusqu'à ce que j'en devienne la propriétaire. Je bâtissais un patrimoine, grâce à des stratégies, qu'il peinait encore à saisir. Et c'était très bien ainsi. C'était même mieux que bien. J'avais grandi exactement comme j'en avais besoin, selon mes propres termes, à mon propre rythme. Je n'étais redevable qu'envers la vision que je m'étais forgée pour moi-même, dans l'obscurité, pendant que tout le reste du monde me croyait perdu. Le chemin avait été plus dur qu'il n'aurait dû l'être, façonné par la résistance à laquelle j'avais fait face, et par les attentes que j'avais rejetées. Mais ce chemin était le mien. Complètement, entièrement, et indéniablement le mien. Et au bout du compte, cela comptait bien plus que n'importe quel bureau d'angle, que n'importe quelle validation autour d'une table à manger, ou que n'importe quelle histoire de famille parfaite, où chacun jouait son rôle assigné, sans la moindre remise en question, ni la moindre rébellion. J'avais posé la bonne question, des années auparavant, même si je ne l'avais pas formulée aussi clairement, à l'époque. Qui devenez-vous, quand personne ne vous regarde? Quand les personnes, qui devraient vous aimer le plus, s'attendent à votre échec? La réponse que j'avais apprise, c'est que l'on devient quelqu'un de plus fort que ce qu'ils avaient imaginé. On devient quelqu'un qui a utilisé leurs doutes comme un carburant. Quelqu'un qui a vu, dans leur rejet, la permission de prendre des risques, contre lesquels ils auraient pourtant mis en garde. Leur manque de foi avait été une véritable libération, la libération de cette pression, qui exigeait de réussir de manière conventionnelle. Ce dîner, où j'avais révélé la vérité, n'était pas une fin en soi. C'était simplement une ponctuation, dans une histoire toujours en cours. C'était un moment précis, où ce qui était caché, est devenu visible, et où ce qui était rejeté, est devenu indéniable. Le travail continuait, bâtir des entreprises, gérer des investissements, et naviguer sur le terrain complexe des relations familiales, qui avaient été fondamentalement modifiées, par mon propre succès. Mais je portais ce moment avec moi. Je gardais le souvenir de leur visage choqué, et de la simple vérité, que j'avais prononcée. J'ai grandi le mois dernier, quand j'ai acheté l'entreprise, pour laquelle travaille ma sœur. Certaines personnes ont besoin de preuves conventionnelles de maturité, et d'étapes de carrière bien définies. Le mariage, les enfants, les promotions au sein de hiérarchies établies. Moi, j'avais trouvé ma preuve, dans l'accumulation patiente d'un pouvoir, qu'ils n'avaient pas remarqué, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'ignorer. Ce pouvoir ne consistait pas à contrôler Vanessa, ni à humilier mon père. Même si je mentirais, en affirmant que ces éléments n'avaient pas joué un rôle dans la satisfaction que je ressentais. Il s'agissait avant tout de revendiquer une place pour moi-même, dans une famille, qui avait alloué tout l'espace disponible au seul succès de ma sœur. Il s'agissait de prouver que des chemins différents pouvaient mener à des destinations équivalentes, voire supérieures. Le lustre diffuserait sa lueur chaleureuse sur bien d'autres dîners à venir. Ma mère continuerait à cuisiner des repas élaborés. Mon père ne comprendrait probablement jamais tout à fait comment j'avais construit ce que je possédais. Vanessa continuerait d'exceller dans son travail, un travail désormais rendu plus complexe, par le fait de savoir que je contrôlais en fin de compte l'entreprise dans laquelle elle avait investi sa carrière. Nous trouverions un moyen d'avancer, ou nous n'en trouverions pas. N'importe laquelle de ces issues était acceptable, parce que j'avais enfin cessé d'avoir besoin de leur approbation pour valider mes propres choix. C'était ça, la véritable définition de grandir. Non pas égaler le CV de sa sœur, non pas suivre le plan de son père, et non pas vivre la vie que sa famille avait imaginée pour soi. Cela signifiait construire quelque chose d'authentique pour soi-même, même quand personne ne vous en croyait capable. Surtout quand personne ne vous en croyait capable. J'avais grandi dans l'ombre de leur mépris, et j'en avais émergé, comme une personne qu'ils n'auraient jamais cru possible. Le studio était vide maintenant, mais les leçons que j'y avais apprises, la patience, la stratégie, le pouvoir d'être sous-estimé restaient essentiels à celle que j'étais devenue. Certaines victoires ont besoin de témoins. Certaines histoires ont besoin d'être racontées, autour d'un rôti et d'un verre de vin, à la table où vous avez été élevé,
face aux personnes qui vous ont façonné, à la fois par leur amour, et par leurs propres limites. Moi, j'avais raconté la mienne. Le reste, c'était simplement vivre.